en parler. Nous sommes en direct avec Abdel Salem Itache, élu en Seine-Saint-Denis, et Paul Nafilian, avocat et porte-parole de Racines d'Avenir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On le voit, il y a des casseurs qui se sont infiltrés dans ces manifestations, beaucoup plus nombreuses que la semaine dernière. Le gouvernement misait sur un essoufflement du mouvement. Visiblement, ce n'est pas le cas, monsieur Itache. Eh bien, une chose tout d'abord, les personnes qui justement s'associent à ce mouvement uniquement pour faire de la casse ne servent pas la cause. Ils s'associent de par leur présence, ne contribuent pas à faire entendre le message qui est légitime de la part des Gilets jaunes, mais un message un petit peu brouillé. Et naturellement, ces dégâts sont à déplorer. Je suis pour l'ordre républicain et force revient à la loi. Et les personnes qui sont amenées à causer des dégâts, naturellement, ne font pas partie des demandeurs légitimes que sont les Gilets jaunes, mais que ces personnes-là doivent être sanctionnées au regard de la loi et au regard des actions qu'ils auraient menées aux divers endroits, que ce soit à Paris ou enfin, en France, dehors, dans d'autres villes de France en général. Monsieur Nafilian, ces dégradations, cette image, cette mauvaise image de ces casseurs, pour vous, cela est néfaste pour les Gilets jaunes ou pour le gouvernement? Le message qu'il faut retenir de ce samedi, c'est pas ces images de casseurs, c'est que le mouvement ne s'est pas essoufflé. Et c'est ce que moi je disais déjà, j'étais pas le seul, il y a 15 jours sur ce plateau, qu'en janvier, ça allait repartir de plus belle. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas pour une raison simple, c'est que Macron a ouvert la boîte de Pandore. Et si vous connaissez un peu le mythe, Pandore, elle essaye laborieusement de tout remettre en ordre. Elle n'y parvient pas. La seule chose qu'elle laisse enfermer, c'est l'espérance. Et Macron a fait pareil. Il a libéré la colère et les revendications légitimes des Français. Maintenant, il essaye, par des tribricolages politiques, de calmer le jeu. Il n'y parvient pas. Et il a privé les Français de l'espérance d'un futur meilleur. Et il l'a fait comment ? Il l'a fait en commençant son quinquennat avec des réformes fiscales qui n'ont favorisé que les plus riches. Voilà, la réforme de l'ISF, et c'est plutôt d'ailleurs la suppression de l'impôt sur la fortune mobilière, donc les actions, les dividendes, flat tax sur les dividendes, 30%, qui encore une fois favorisent les détenteurs d'actions. C'est pas la Madame Michu dont on parle dans les provinces qui est actionnaire, c'est toujours les plus riches. Donc ces signaux-là sont très négatifs pour le reste de la population française, notamment les classes moyennes appauvries, qui continuent de payer des impôts, et Macron qui a grand renfort de phrases obscènes du style l'URSSAF et votre ami, alors que je tiens à préciser que l'URSSAF pousse au moins 180 personnes, ce sont les chiffres, au suicide par an, des petits artisans, etc. Donc l'URSSAF, c'est pas l'ami des Français. Et toute cette population de province aussi, qui doit absolument avoir 2 voitures, parce qu'ils ont au moins 50 ou 100 kilomètres à faire tous les jours, pour utiliser les services publics qui ne sont pas des services publics de proximité. Donc en gros, bien entendu, il a ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, il essaye, en dénigrant le mouvement, en nous accablant d'être une foule haineuse, il essaye de décrédibiliser. On va en parler, mais il essaye de décrédibiliser le mouvement. Il essaye par tous les moyens de calmer. Il n'y parviendra pas. Et je pense que les Gilets jaunes iront au bout de leur mission. Alors l'exécutif qui espère l'ouverture d'un grand débat national pour calmer la colère des Gilets jaunes, certains manifestants, eux, ne veulent pas de cette concertation. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le groupe des Gilets jaunes, La France en colère, a dénoncé un piège politique pour tenter de passer outre certaines revendications, comme l'instauration du référendum d'initiative citoyenne ou bien encore la baisse de toutes les taxes sur les produits de première nécessité. Une lettre qui a été lue en début d'après-midi, vous le voyez sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Écoutez. Monsieur Macron, vous accusez quelques-uns, quelques porte-voix, comme vous dites, d'une foule haineuse, de s'en prendre aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux étrangers, aux juifs, aux homosexuels. Vous les accusez sans les nommer. Oui, monsieur Macron, vous parlez bien des Gilets jaunes de France et de leurs initiateurs. Et comble de l'ironie, vous vous demandez même au nom de qui s'adresse. Au nom de qui s'adressent à vous ces lanceurs d'alerte. Et nous vous citons. Parlez au nom du peuple, mais lequel? D'où?
Comment vous osez dire? Vous nous semblez bien perdus et en panique, Monsieur le Président. Vous ne vous reconnaissez donc aucun peuple? Monsieur le Président, ce mouvement que vous ne reconnaissez pas, ne vous en déplaise, s'étend et se renforce à mesure que vos concitoyens se font matraquer, gazés, enfermés à ciel ouvert pendant des heures dans un non-respect incroyable des droits des citoyens. Une colère a éclaté qui venait de loin. Vous êtes sans nul doute le révélateur d'une France en alerte et aux abois de l'image que vous représentez. Vous espérez une confiance démocratique dans la transparence des médias, alors que vous utilisez à votre compte personnel tout l'arsenal médiatique que les membres de votre caste mettent à votre disposition pour asservir et maintenir le peuple dans l'ignorance et l'étroitesse d'esprit. Et nous sommes en train de nous réveiller. Ayez peur, parce que nous avons là, dans nos têtes, une arme impossible à arrêter. C'est la liberté de penser. Monsieur Emmanuel Macron, vos actes et vos paroles vous ont clairement discrédité et sont hautement condamnables au regard des droits de l'homme, valeur essentielle dans laquelle les citoyens de France se retrouvent profondément ancrés. Comprenez-vous que vous appelez à une véritable lutte des classes néfaste à l'unité et à la cohésion de la France? Que pensez-vous des nouvelles mesures qui s'appliquent dès ce jour aux demandeurs d'emploi? Vous êtes satisfait de votre planning? Avez-vous conscience que chacune de vos prises de parole vous insultez l'intelligence des citoyens français? Avez-vous conscience que vous prouvez à chaque instant que vous êtes bien loin de la réalité de la vie des Français? Vous croyez en un ordre républicain pour asseoir votre pouvoir et la servitude du peuple de France? Que sera la suite? Vous continuerez à restreindre les libertés individuelles au point d'arrêter quelques-uns qui se baladent dans les rues de votre capitale en portant des bougies pour la simple envie d'aller se restaurer et de porter honneur à des personnes blessées et décédées. Arrêtez vos provocations à l'endroit du peuple de France et écoutez-le vraiment. Nous vous dispensons de verser une larme bien séante lors de vos allocutions. Le peuple de France ne vous fait plus confiance. Et à noter que le chiffre que nous vous donnions il y a quelques secondes, 101 personnes placées en garde à vue, 103 personnes interpellées, des informations qui ont été diffusées vraisemblablement prématurément par l'agence France Presse. Nous vous donnerons évidemment tous les chiffres précis dans quelques instants. On va revenir avec nos invités sur cette lettre que ce groupe des Gilets jaunes a lue à Emmanuel Macron. Nous irons plus loin. Cette colère va se transformer en haine. Voilà ce que dit cette lettre en substance à Emmanuel Macron. Monsieur Itache, que faut-il en penser? Le mouvement va se durcir? Écoutez, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut accorder le pouvoir au peuple ou le pouvoir à la foule? Tout le monde ne partage pas. Le peuple ou la foule? Non, mais la foule, c'est quelques personnes. Le peuple, c'est l'ensemble des Français qui ont désigné de manière légitime des élus qui siègent à l'Assemblée nationale et qui font des propositions de loi. Ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, on le voit bien quand même en région Île-de-France, un mouvement qui est quand même beaucoup moins important qu'au mois de décembre. À côté de ça, nous avons dans la ruralité, en région, ne l'oublions pas, puisqu'on voit toujours Paris. Mais... J'allais y arriver. Dans la ruralité, vous avez quand même un maintien, et vous savez, assez longtemps, on a opposé la ruralité et les grands ensembles. Vous savez que je suis élu en Seine-Saint-Denis, dans des quartiers difficiles, et pour l'histoire, dans ces quartiers difficiles, on a toujours connu la difficulté qui aujourd'hui est mise en lumière par les revendications des Gilets jaunes. Et j'ai envie de dire que quand on est un jeune issu des quartiers, à la naissance, on est déjà Gilets jaunes. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas opposer la ruralité et les grands ensembles. Et je pense que les deux sont complémentaires. Et l'idée, c'est de comprendre aussi le mal des uns et des autres. Et à juste titre, et monsieur à côté avait raison, aujourd'hui, lorsqu'on a une désertification des services publics justement dans ces villes et ces départements, enfin ces villages, c'est assez compliqué. Et en effet, lorsqu'il faut faire 100 km avec sa voiture pour aller travailler, eh bien, on est un petit peu prisonnier de tout ça. Ensuite, de quoi ça a commencé? Ça a commencé sur une chose, sur la hausse de la taxe sur les carburants. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. En effet, mais les difficultés existent depuis 30 ou 40 ans. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est président de la République depuis 18 mois. Et cette TICP, qui est cette taxe de 60% sur les carburants, a toujours existé. Elle n'a jamais choqué personne.
Et aujourd'hui, subitement, on la remet en cause. Eh bien, allons-y. Réduisons et permettons aux Français de pouvoir justement vivre dignement. Vous savez, moi je connais des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent. Le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois. Et c'est assez compliqué. Donc il faut absolument apporter des solutions pour justement pouvoir passer ce cap. Ensuite, vous savez, aujourd'hui on est au 8e épisode. J'ai envie de dire que c'est une série de très mauvais goût. C'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est à lui de résoudre ces questions-là aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, et je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent se défausser de sa responsabilité. Naturellement, le peuple a élu un président qui aujourd'hui est aux commandes et a le devoir de réussir. Il a le devoir de réussir. Et je pense que l'ensemble des Français voudraient quand même vivre quand même beaucoup mieux et souhaite quand même que le président puisse réussir ce challenge de permettre aux Français de vivre mieux. Monsieur Nafilian, est-ce que ce grand débat espéré par le gouvernement, qui devrait s'ouvrir d'ici quelques jours, qui va durer jusqu'en mars, est la bonne solution pour justement sortir ce pays de l'impasse ? Non, mais c'est un enfumage de plus. Et c'est une erreur de Macron supplémentaire. Ce grand débat mais bien sûr, je vais vous expliquer très simplement. Il a essayé par des réformes politiques de calmer. Il voit que ça ne marche pas. Donc maintenant, qu'est-ce il pense que l'idéal, c'est la grosse Bertha de la communication. Donc, on considère, et moi ça me met en colère quand on commence à dire que la foule est une foule haineuse, que ce sont tous des électeurs du Rassemblement National ou de la France Insoumise, qui entre nous font quand même 15 millions d'électeurs, que ensuite on arrête Éric Drouet. Ça, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole. Et qu'on nous dit, écoutez, on ne fait juste qu'appliquer l'état de droit. Sauf que les Français savent très bien que quand il s'agit d'appliquer l'état de droit à des gens qui commettent des délits en col blanc et qui s'en sortent très bien en signant un petit chèque qui, soi-disant, est une amende mais ressemble plus à un pot de vin, quand aussi ils sont conscients dans les différentes cités et coins de France qu'il y a plein de clandestins illégaux, à qui on ne fait pas appliquer l'état de droit parce qu'ils sont sous le coup de décisions d'expulsion qui ne sont pas respectées, etc. On voit très bien que l'état de droit en France, c'est à la tête du client. Donc quand on commence à nous sortir ça comme argument pour Éric Drouet, ça ne fonctionne pas. Et enfin, j'en reviens à votre question, ce grand débat. Mais ce grand débat où on nous dit en même temps, en aparté, je crois, 1 heure après, que bien entendu, tout ce qui en sortira ne sera pas suivi des faits. Donc les gens ne sont pas naïfs. Ils savent que c'est de la com, que de toute façon 75% de la politique c'est de la com et que Macron n'a aucun respect pour eux. Donc c'est pour ça que moi je crois qu'en effet cette lettre il faut la prendre très au sérieux parce que maintenant ils étaient déjà très en colère, maintenant c'est de la haine. Et la haine, on ne la contrôle plus. Et je pense que l'issue sera, et je le disais il y a 15 jours, des réformes bien plus conséquentes et une révolution dans le fonctionnement de l'État, dans la façon de voir la fiscalité en France, dans la façon de donner le pouvoir au peuple, etc. Et là, on en est très loin. C'est ce qu'on va voir. Donc en cette 8e journée, en tout cas de mobilisation des Gilets jaunes, certaines personnalités politiques ont également réagi. Écoutez. Alors que des tensions et violences ont été constatées à Paris et dans quelques agglomérations, j'ai réuni place Beauvau les représentants de nos forces de sécurité pour une visioconférence avec les préfets de zone. J'appelle chacun à la responsabilité et au respect du droit. En région, la saison 2 de la révolution citoyenne des Gilets jaunes repart plus fort que jamais. Partout, l'insoumission aux ordres du pouvoir et aux insultes des chiens de garde, admirable peuple indomptable. La ministre mendie piteusement un gel des tarifs des péages à des sociétés d'autoroutes qui n'auraient jamais dû être privatisées. L'État ne doit pas mendier, il doit les nationaliser. Sacré préfet de la Somme qui interdit par arrêté les matériels individuels de protection des voies respiratoires. Jusqu'où ira le régime d'Emmanuel Macron ? Et au bout de 8 semaines de contestation, l'exécutif durcit le ton. Lors du premier conseil des ministres de l'année, hier, le gouvernement a appelé au retour de l'état de droit et à l'ordre républicain. Le porte-parole du gouvernement affirme même que le mouvement est devenu le fait d'agitateurs qui veulent renverser le gouvernement. Écoutez. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Qu'en pensent les principaux concernés? Écoutez ce gilet jaune au micro de nos équipes sur place ce matin.
Hier, Benjamin Griveaux a parlé des Gilets jaunes qui restaient mobilisés comme des agitateurs voulant renverser le gouvernement. Quel est votre sentiment par rapport à cette déclaration? Alors les agitateurs, c'est plutôt eux, c'est plutôt Grimaud et consorts et la clique, l'oligarchie. C'est eux qui sont haineux par rapport au peuple. Parce que regardez, vous pouvez filmer, aujourd'hui on défile dans le cadre d'une manifestation qui a été déclarée. On est tout à fait pacifique comme les autres fois. Aujourd'hui, on a de la chance parce que les CRS ont moins l'excuse de nous gazer comme ils le faisaient avant, alors que les autres fois, on défilait exactement de la même manière. C'est-à-dire comme aujourd'hui, vous pouvez le voir, le filmer en direct. Il y a des milliers de personnes qui sont pacifiques, qui défilent, qui portent des revendications, qui expriment leur malaise, leur mal-être, qui revendiquent et qui luttent contre les injustices sociales et fiscales et qui demandent une meilleure représentation par le biais du référendum d'initiative citoyenne. Monsieur Itache, Benjamin Griveaux qui parle de ce mouvement qui serait le fait d'agitateurs qui veulent renverser le gouvernement. Encore une tentative de vouloir diaboliser ce mouvement selon vous ou est-ce le cas finalement? Mais écoutez, alors nous parlions tout à l'heure d'erreurs de communication. Ça n'est ni plus ni moins qu'une erreur de communication. Mais ils en font beaucoup là pour le coup. Mais je vous le dis. La foule haineuse, les agitateurs. Mais c'est une erreur de communication à l'identique de cette taxe qui était sur les carburants, qui a enflammé les réseaux sociaux et qui a invité les gens à se rendre à des rassemblements. Vous voyez bien là qu'il y a un réel problème. Moi, je conseille à Emmanuel Macron de changer un petit peu de conseiller de communication parce que ça ne va pas dans le bon sens. Et en effet, il y a des messages qui sont envoyés tels que Emmanuel Macron, président des riches, ou autres. Il faut absolument passer un volet social, permettre de répondre aux attentes des uns et des autres. Ensuite, vous savez, sur la casse, elle existe et c'est un fait, on ne peut pas le nier. Et on avait même commencé par ça, sur la présence des casseurs qui se sont greffés à un mouvement qui est légitime. Ça, on ne peut pas le nier. Ensuite, je disais qu'on était dans un état de droit et le droit s'applique partout sur le territoire. Et il s'applique tout aussi bien pour tous les concitoyens. Et les reconductions aux frontières se font, quoi qu'on en dise. Donc il n'y a pas de justice à deux vitesses. Moi j'invite tout le monde à se rendre au tribunal de grande instance de Bobigny et voir les personnes qui sont déférées et qui justement ont des condamnations pour usage de drogue et autres. Donc ça n'est pas vrai, il n'y a pas de justice à deux vitesses. Tout le monde est justiciable et condamnable. Monsieur Nafilian, erreur de communication, le fait de parler d'agitateurs, de foule haineuse, ou est-ce vraiment une volonté de retour à la fermeté, de revenir sur le cap finalement c'est ce que souhaite l'exécutif selon vous? Non, mais je crois que le gouvernement montre aujourd'hui à la France entière tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est au pouvoir. Et je ne sais pas à quoi ils jouent, parce que on avait compris jusqu'en octobre qu'ils avaient cumulé les erreurs de communication. Là, c'en est d'autres, de nouvelles. Et pour moi, c'est une opération suicide. Priorité au direct, monsieur Nafilian. On va prendre la direction des Champs-Élysées à présent. On va rejoindre notre reporter Damien Charton. Damien, vraisemblablement, il y a des échauffourées ce soir sur les Champs-Élysées également. Écoutez, pour l'instant, Sophie, c'est un blocage des champs. Il n'y a pas de tension à l'heure, au moment où je vous parle. Mais il y a une centaine de gilets jaunes, un peu plus, qui bloquent le milieu des champs. La circulation est arrêtée, mais ça vient de se passer. C'est vraiment en temps réel. Donc l'idée des gilets jaunes, c'est de se disperser en petits groupes et de bloquer dès que possible la circulation. Alors évidemment, c'est encore le jeu du chat et de la souris, avec les policiers qui arrivent tout de suite pour essayer de les déjauger. Je pense que ça va arriver dans très peu de temps. Et là, la circulation actuellement est bloquée au milieu des Champs-Élysées. Vous entendez quelques motos qui passent quand même. Au-dessus, en haut, au rond-point de l'Étoile, ce que je vois devant moi, ce sont des gyrophares bleus. Donc on était en route pour le rond-point de l'Étoile pour voir ce qui s'y passe exactement. Mais là, au milieu des champs, c'est figé. Pour l'instant, les gilets jaunes ont coupé la circulation dans une ambiance pas tendue. Il n'y a pas de CRS en fait pour l'instant ici, mais voilà ce qui se passe sur les champs à l'heure actuelle, Sophie. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions. On vous retrouvera évidemment pour suivre l'évolution de la situation. Retour avec nos invités. Monsieur Itache, 8 semaines de mobilisation. Est-ce que vous sentez une progression dans la structuration en tout cas de ce mouvement au bout de 8 semaines ?
une progression, je dirais un durcissement de la part de certaines personnes. Alors, vous savez, j'essaie d'être d'une grande ouverture et j'essaie de comprendre les problèmes. Il y a eu des avancées, je peux entendre qu'elles ne soient pas suffisantes. Mais voyez, les images de ce soir ne servent pas la cause. Et moi, j'invite toutes les personnes qui sont censées et qui ont des revendications sincères de rentrer chez eux. Là, on voit que ça brûle à Paris, ça brûle certainement ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que les images que l'on voit là ne servent pas la cause. Donc il faut absolument il faut que le mouvement puisse prendre un nouveau sens et que ce soit qu'on soit beaucoup plus dans le dialogue, dans l'échange, et que cette porte qui a été ouverte par le gouvernement à permettre d'échanger, permettrait justement d'adapter les revendications et justement cette cause qui sont portées par les Gilets jaunes. Vous dites ne servent pas la cause, mais les images d'il y a quelques semaines où effectivement on avait vu toutes ces dégradations à Paris avaient débloqué en tout cas 10 milliards d'euros de la part du gouvernement. Alors c'est ce que beaucoup disent. Que ça brûle pour que le Moi je ne gouvernement peux pas réagisse. cautionner l'idée que parce que ça a cassé, il y a eu des résultats. C'est vraiment faire l'apologie de la violence. Moi, je ne partage pas cette idée-là. Oui, mais c'est un fait. Non, c'est un fait. Alors ça, ce sont vos propos, ce ne sont pas les miens. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que je ne peux pas cautionner la violence. Et je ne peux pas dire, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu de la casse, il y a eu des réponses. Il ne s'agit pas de la cautionner, évidemment. Monsieur Nafilian, est-ce qu'il faut en venir à ces images de violence pour que le gouvernement réagisse et entende, en tout cas, mais c'est ce que moi, je suis pas un homme politique, je suis pas un élu. J'ai encore cette liberté-là. Bien sûr que c'est parce que il y a eu de la violence et que ça a fait peur à Macron qu'il y a eu des fausses avancées, d'ailleurs, parce qu'il y a eu tellement de rétropédalage qu'on ne sait plus où on en est. C'est ça qui est malheureux. C'est qu'on en soit obligé à cette forme de violence. Et ce qu'on oublie souvent, parce que tous ces gouvernements, et ça revient à votre question précédente sur les erreurs de communication, il manque cruellement de psychologie. Parce que le sentiment de colère, de haine et de violence, ce sont des sentiments aussi humains que l'amour, la gentillesse, la générosité, etc. Donc oui, quand vous excédez des gens, quand ces gens se sentent dans une situation d'impuissance totale, il n'y a rien de pire que l'impuissance, mais vous vous dites, je n'ai plus que la violence pour m'en sortir. Quand vous amenez à l'Assemblée nationale des députés qui votent tous les ans depuis 50 ans le droit pour l'administration fiscale de prélever les impôts, alors que ces impôts sont évidemment beaucoup trop élevés et je porte un poids, un préjudice aux Français, ils n'ont plus confiance dans leurs élus et il y a une défiance totale des politiques à cet égard-là. Donc moi je trouve que la violence est un dommage collatéral. Et tout dommage collatéraux est à regretter. C'est un dommage collatéral. Enfin, pour terminer, moi je suis avocat, je ne suis pas juge, donc je ne condamne pas. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur RT France pour cette édition spéciale.